L'épisode de cette semaine vous est présenté par Brasseur RJ qui nous commandite cette année. Un beau allô à Eric, notre représentant de Belle Gueule, qui est venu nous dire un beau allô dans les estrades à Clo-Clo en fin de semaine. Donc, encore une fois, un gros merci à RJ pour la commandite de cette année. Et par Service Pelletier-Gosselin, je me suis trompé dans l'introduction la semaine passée quand j'ai dit que je croyais qu'ils organisaient des événements. Je cite, ils organisent des événements en crise. Et ils en font beaucoup, beaucoup. Donc, si vous avez une organisation, ils peuvent vous aider par rapport à ça. Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations. Bon podcast, tout le monde. Avec notre ritournelle habituel qui accroche dans la tête. François, je t'ai fait rire avec mon intro, je pense. Hein? Mes cernes prouvent qu'on fait beaucoup d'événements. Je ne l'avais pas averti pour ça. Donc, avec moi cette semaine, comme d'habitude, François MDM, Mathieu, deux fans de Sylvain Arbeau qui est déguisé en flag d'arbitre. Oui, mais faites attention, là, c'est pas rouge, c'est orange. Soyons quand même. Ajustez bien votre écran. Voilà. Et Tam Elkadi, bonjour tout le monde. Donc, on revient de notre dernière fin de semaine à Clo-Clo, en espérant qu'on y retourne pas l'année prochaine. Oh, j'ai de l'insight là-dedans. Moi, je vous en parle tantôt. Pourquoi tu y vas pas là? OK, j'ai de l'insight. En finissant la game, je suis sur le terrain puis je suis allé voir Manon. Bien évidemment, toutes les fois que je vois Manon, je me fais un plaisir d'aller y parler. Puis Manon de me dire, hey, c'est un moment historique aujourd'hui. Puis je le regarde, je dis, mais comment ça, c'est un moment historique? Elle dit, je te dis, c'est un moment historique. Elle dit, c'est notre dernière partie ever à Claude Robillard. Je dis, oh, attends, t'es sûr de ça? Parce que les insights que j'avais, c'était que la construction, ça m'allait pas bien. Elle dit, je te confirme, ça va pas aussi vite que je veux, mais c'est notre dernière game à Claude Robillard. Retour à la maison. Ça va faire du bien de retourner à la maison et de faire du bruit. Oh, yes! Bon, ben, good. Je suis content de l'entendre. Je suis sérieux parce que je commence à avoir des doutes, là, les rumeurs. Mais, je pense plus que ça va être les problèmes pour l'esplanade que le stade en tant que tel. Ma colisse. Vu qu'à Claude Robillard, on n'a pas le droit d'amener de trompette pour ne pas déranger la quiétude des gens du Castelnau à côté, est-ce que les amis de la montagne vont s'en inspirer pour essayer de limiter nos bruits lors du Sepsum? Over my dead body. Ils peuvent peut-être s'enchaîner après des arbres, m'enchaîner après ma trompette. Moi, check-moi bien aller. Moi, je suis en train de vous dire qu'on va s'acheter un gong, puis peut-être une trompette, un gros horn, qu'on va mettre dans un horn. Ça va être écœurant. Moi, je suis un gros fan des speakers clips. Horn. Tu sais, on va en mettre. Allez voir ça, vous allez comprendre. Oui, c'est ça. Hey, mine de rien, on avait une game de football en fin de semaine. Demi-finale québécoise, les Verts qui nous visitaient à Clo-Clo pour la dernière fois. Et petit résumé de match, Tam, si tu peux m'envoyer la slide. Un match qui a été peut-être en deux temps. C'est-à-dire que les Carabins ont débuté quand même assez agressivement. Première séquence, on a une série de 86 verges qui se termine sur une faufilade de Hennekens de 1 verge. Sherbrooke va répliquer avec un rouge de 48 verges, là, un placement raté si ma mémoire est bonne. Ensuite, Philippe Boyer qui replace ça 10-1. William Marchand qui complète une séquence avec une réception de 3 verges de Robichaud pour 75 verges. Une drive qui avait été quand même bien, mais accompagnée de plusieurs pénalités. À la fin de la demi, Dosso de Sénécal sur une deuxième... dans le fond, Dosso avait marqué un touché. On va en reparler. Il remarque un touché parce que celui-ci avait été annulé par une pénalité. Et finalement, on reprend le ballon et Boyer réussit à placer 3 autres points au tableau juste avant la demi. Et là, ensuite, on a la deuxième demi qui est, comme je vous disais, la partie en deux temps. Une deuxième demi ennuyante à s'en confesser. Parsemée d'une quantité presque innombrable de pénalités. Safety. De joueurs blessés. Un rouge, safety, un placement safety pour un score final de 23-15.
J'ai réussi à perdre la voix dans la deuxième demi à force de gueuler après certains calls. Mais, mine de rien, on s'en sort. Les Carabins l'emportent, passent en finale provinciale contre le Rouge et Or qui l'a emporté de leur côté. Encore une fois, comme on disait, 3 choses certaines dans la vie. La mort, les taxes et Carabins Rouge et Or en finale de la Coupe Dunsmore. Je pense qu'on avait dit la même affaire à la même date l'année passée. On se répète, mais je l'aime l'expression. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand c'est vrai, c'est vrai. Yes. Sylvain, je commence avec toi. As-tu une première note pour nous starter? J'ai un chiffre pour vous, 215. Est-ce que c'est un record des Carabins, Tam? T'as-tu une idée? Non. On a déjà fait pire que 215 pour le vrai. J'ai 230 en tête, mais même on a déjà plus haut que ça. Mais à ce 230. niveau-là, il faut qu'il y ait des expulsions puis des claques à la gueule. Là. Mais là, Pas ça finit avec des tapes à gueule à la fin. Ouais, là. Désolé, mais ça finit avec des tapes à gueule à la fin. On parle de 215 verges de pénalité. C'était. Puis. Mais ça nous a coûté plus que 215 verges de jeu, ces Ah, pénalités-là, en fait. Là. C'est ça. Puis c'est Ça ça, nous a c'est coûté là presque que. 300 verges. C'est là que Eric a fait une analyse. Il nous a compté précédemment qu'il a fait une analyse en Bon, profondeur des verges-là. C'est ça. Vas-y, Regardez, Eric. attendez. On va parler de l'éléphant dans la pièce. All right. Bravo. Ceux qui nous écoutent en audio, ça vaut la peine de mettre la vidéo aussi. Ouais, parce que là, j'ai mon uniforme. Eric est en arbitre, moi je suis en flag, ça va bien en soir. Yes, m'a garoché Sylvain. M'a garoché pour 215 verges. OK, non, sans blague, j'ai fait un espèce de. On disait, avez-vous réécouté le match avant? Moi, j'ai plus fait un exercice de style, c'est-à-dire que j'ai réécouté le match. J'ai réécouté les pénalités du match, donc des deux côtés. Ce que je peux dire, c'est à la limite, les arbitres n'avaient pas de parti pris. Donc, ils étaient aussi compétents dans un sens que dans l'autre. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait à peu près 70%. C'était 19 pénalités, puis là-dessus, il y en a 15 probablement qui étaient méritées pour les Carabins. Il y en a peut-être 2, 3 qui étaient... J'ai trouvé ça très, très sévère, surtout les pénalités d'interférence, de contact sur les receveurs. Au niveau universitaire, il va toujours y avoir un peu de brasse camarade, un peu de on se défend pour notre position. Si on joue le ballon, c'est correct. Pas l'impression que les arbitres l'ont compris, celle-là. Et là où ça a vraiment fait mal, c'est les 2 touchés refusés. On dirait que ce groupe d'arbitres-là n'avait pas compris que les receveurs ont le droit de bloquer et surtout, au niveau universitaire, tant que tu gardes le gars en avant de toi, puis ça, Charles-Antoine Sinotte le dit dans l'analyse du match, tant que tu gardes le gars en avant de toi, tu y mets les mains sur le gilet, tu gardes tes pieds actifs, c'est comme ça que c'est enseigné, c'est pas retenu, puis 2 fois, le toucher de Dosso, le toucher de Beaulieu, les 2 ont été appelés pour des pénalités et ça, c'est grossier. Ça a changé le rythme du match. Ça aurait pu être un blowout. Cette espèce de holding-là que tu parles, là, puis qui a toujours été... Moi, je pense à Régis Sibazou. Ce gars-là a dû recevoir au moins 10 fois dans sa vie la pénalité, cette espèce de pénalité de retenue pendant qu'un des receveurs passait à gauche ou à droite. Parce qu'il était juste il est trop gros, il est fort, il tient son gars. Et puis c'est ça qui est arrivé. Là, le pire des 2, probablement, c'est celui de Dosso, qui, heureusement, les Carabins ont repris sur le jeu suivant, mais c'était vraiment la pire des 2. Parce que, essentiellement, le receveur des Carabins, je ne me rappelle pas, c'était qui numéro 11? C'est l'Anglais. A dominé son bloc contre le demi-défensif. Tellement, encore une fois, Sinotte l'a dit, que le demi-défensif était en tabarnane. Il l'a jeté à terre pour se choquer. Parce que l'Anglais l'a agrippé. Il l'a gardé devant lui. Il l'a boxé out. Puis ça a fini là. Il n'y avait pas de jeu. Mais quand j'ai vu ce flag-là sortir, moi, je pensais que c'était la réaction du Verre-et-Or. Moi aussi. Du Verre-et-Or à avoir fait flipper l'autre. À quelque part. En le revoyant en revoyant la reprise là, à la télé, j'ai passé encore. Puis je comprends toujours pas. Mais ça, tu vois, c'est que. Mais rien restons quand même. Si tu es à 70% de 215 verges de pénalité, là, en demi-finale de Dunsmore, là, c'est... Il y en a qui étaient mérités. Je pense notamment la célébration après le sac, que le joueur des Carabins, le jeu est fini.
il saute, il va se frotter ça, sur le c'est joueur. Messiane, ça? C'est Ouais, Messiane, pour ne pas le nommer. Pour pas le nommer. Ben, il est sans caméra. Oui, ben c'est ça, mais c'était pas judicieux. C'est correct, c'est mérité. Il y a eu une séquence à un moment donné sur un retour de beauté. Mais tu vois, Le gars a Messiane, tenu je l'ai son pas bloc trouvé. sur le banc de Sherbrooke. À un Messiane, moment je le donné. trouvais. Messiane, je trouvais que c'était comme une célébration plus Oui, qu'un tenting. sauf que l'erreur qu'il a fait, s'il avait juste sauté, pas de problème. Il a très faiblement, mais fait contact avec le joueur de Sherbrooke. OK. Tu peux pas faire ça. Oh, non, Tu peux pas faire ça. Mais en même temps, il y a des affaires. Moi, je me rappelle le premier moment où j'ai commencé à crier contre les arbitres, c'était, puis en le réécoutant au ralenti à 3 reprises, j'ai fini par le comprendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez le premier touché de Sherbrooke, là, il était parsemé d'un paquet de pénalités. Il y a eu à un moment donné un hors-jeu combiné à un pass interference. Ben, ça a été un -5, un +5. Puis là, ça leur a donné comme le ballon au 5, puis c'est le seul touché de Sherbrooke qui est sorti par la suite. Ouais. Mais essentiellement, l'arbitre en chef, quand il l'a annoncé, c'est fourré dans le nom des équipes. Fait que nous, il nous a annoncé quelque chose d'inversé. La pénalité était une interférence offensive contre Sherbrooke. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est le ballon n'a pas été attrapé, on ne l'applique pas. Sauf que le résultat, c'est que plutôt que de faire moins 10 verges Sherbrooke, ça a fait plus 5 verges. C'est le fameux calcul mathématique qui balançait pas. Ce qui n'avait aucun sens. Ils ont levé un flag pour une interférence offensive qu'ils n'ont pas appliqué parce que le ballon n'a pas été attrapé. Ce qui n'a aucun sens. Donc, on se retrouve à la situation où les Carabins, à cause du hors-jeu, perdent 5 verges. Et en plus, sur le Sunday, l'arbitre en chef vient l'annoncer. Il dit Pass interference Montréal, hors-jeu Sherbrooke. Puis il avance de 5 verges, ce qui n'avait encore une fois aucun sens. Donc, c'était difficile de suivre. Donc là, tu avais des arbitres qui étaient durs à suivre, plus des calls qui étaient douteux. Ça a donné l'incompréhension C'était totale. un groupe très inexpérimenté, sauf le. Mais moi, vous dire quelque chose. Là, nous autres, les fans, on capotait dans les estrades d'avoir ce game-là bizarre d'arbitre. Mais les joueurs ont été, en grande majorité, assez solides de garder la concentration parce qu'à un moment donné, les joueurs à l'attaque, des fois, je me demandais comment ils faisaient. C'était tout le temps reculer. Comment tu fais pour garder ton enthousiasme, ton énergie, puis ton feu de la game quand tu dis moi, vous le savez, on était tous à côté de là dans les estrades, je disais on va l'échapper. On dirait que toutes les pièces du cauchemar se plaçaient à mesure. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Mais tu sais, pour revenir sur ce que tu disais, Sylvain, effectivement, c'est trop de pénalités méritées quand même. Ouais. Il y a un effort de discipline à faire, puis ça, c'est pas toute la faute des arbitres. Là. Mais à la fin, ça a quand même dégénéré. À la fin, il y a eu de l'agressivité des deux côtés, mais Sherbrooke commençait à devenir un peu impatient. Moi, j'ai trouvé le groupe d'arbitres là-dessus qui n'ont pas mis leur culotte. Là. Ils ont laissé ça escalader. Ouais, l'autre affaire, c'est qu'ils ont frustré un peu Carabin avec tout ça. Là. C'est sûr qu'il y avait du méchant dans eux autres. Là. Ouais. Mais moi, là, j'étais sur le terrain rendu là, puis j'étais proche des coachs des Carabins, puis le coach Marco a engueulé, mais là, solidement engueulé un des arbitres. C'était même pas drôle. J'ai rien entendu de ce qui se disait, OK, mais il y a un autre des arbitres qui est venu chercher le premier arbitre, l'arbitre qui se faisait engueuler en disant, OK, là, il faut que tu sortes de là, arrête. Là, les arbitres s'engueulaient avec Marco. Marco était vraiment pas content. Il était, là, Eric, tu vas me sortir les spécificités. Il y a un autre arbitre qui est à l'extérieur, genre un arbitre en chef. Il peut y avoir un superviseur, mais c'est pas automatique. Là. Bon, ben, Marco. En demi-finale, il doit en avoir un aussi. Je te confirme que Marco est allé voir M. Superviseur ou M. RSEQ. Il n'était pas content. Puis, dans le poignage de main, il y a des coachs qui ne sont pas allés serrer la main au coach de Sherbrooke. Parce que, je vous le dis, c'était pas drôle. Là. Puis, quand tu dis, Sylvain, que les joueurs ont réussi à tenir ça bon, ils ont réussi à vider, sont allés serrer la main. Puis ça a bien été, puis après, mais je te dis, il y avait vraiment, vraiment d'agressivité entre les deux. Il y a du monde qui ne s'aimait pas là, à ce moment-là. C'était pas drôle. C'est toujours de même entre ces deux parties-là. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé à la fin, mais je vous le dis, Marco n'était pas content. Puis le coach de Sherbrooke qui était faire son fanfaron aussi sur le terrain après. C'était pas élogieux. Alors, retournons un peu au match, si ça ne vous dérange pas. Oui, c'est ça. On va focuser quand même sur ce qui a bien été. L'attaque des Carabins s'est réveillée.
Première séquence, Mais un l'attaque touché. des Carabins, Eric, là, moi, ce que j'ai trouvé, puis ce que j'ai à dire sur le sujet, là, quand on a commencé, puis tantôt tu disais on avait bien commencé, puis effectivement, ce qu'on faisait, c'est des courses à Bertrand Beaulieu, des passes dans le flanc, au centre. On faisait des 10 verges, 15 verges, 8 verges surtout. Puis on gagnait des premiers jeux, puis on avançait. 11 jeux Puis, que ça a pris. un moment donné, on s'est mis, je ne sais pas quand, milieu du deuxième quart, je dirais, on s'est mis à allonger la passe. C'est sûr que Sénécal, il a un bon bras, puis il est capable d'allonger le terrain, puis c'est puis ça. Puis on a On comme a oublié notre lâché, plan de match. on a lâché ce qui allait bien, puis on n'a pas fait de points. Regarde la répartition des points, là, je l'ai devant moi, là, bouge pas. Parce qu'on a quand même fait 250 verges en première demi. Ouais. Mais beaucoup, ce que j'ai vu sur les passes profondes, c'était des situations de deuxième et long, deuxième et 15 suite à des pénalités. Puis là, on essayait de Ouais. Moi aussi, c'est ça. gruger une grosse. Tu sais, des jeux explosifs pour essayer de compenser. Là. Hey, mais on a, sur un deuxième et long, à un moment donné, on a sorti la course avec Beaulieu qui a fait une Oui, le immense délai. course. Ah, ben, C'était la meilleure game de la saison de Bertrand. Ouais, Je pense. Surtout qu'il absolument. s'est fait On pourrait enlever pas son autant. gros toucher. Là. Tam vient de... Mais je pense qu'il aurait dû avoir plus de portée, surtout que ça bouffe du temps en plus. Là. Donnez-y le ballon, Big C'est Bang. sûr, moi, j'ai pas aimé le play calling de la deuxième demi. On dominait sur le temps de possession en première demi. Puis en Tout allait deuxième bien. demi, Tout allait demi, bien. on a oublié notre plan de match. On est allé ailleurs sur le livre de jeu, qui commençait à faire des choses plus risquées qui ne coulaient pas du temps. Ouais. Mais... On regarde les stats. La bonne game de Robichaud. La dernière game, il était bien erratique. Là. Il y a la fameuse passe dans le flanc, sur le côté, sur le bord de la ligne, à William Marchand qui se faisait frapper puis qui restait au sol. C'était comme une espèce de fil récurrent qui, qui revenait sans cesse. Là. Vous savez de quel jeu je parle? Là? D'après moi, Québec ils ont bon nombre de holdings en deuxième demi d'après moi, Québec va nous le retarder la semaine été, prochaine, ce jeu-là. Jamais été Ah, c'est ça, je dis, il était vraiment irrégulier, les arbitres. Là. Ben, moi, là, je pense à une sur le mieux cardinal, entre autres, que c'était flagrant. Moi, là, c'est ça. Là, tu sais, tantôt, Eric, tu parlais justement que tu as revu les pénalités. Je me suis demandé si tu avais revu les pénalités non calées. Parce qu'à un moment donné, moi, ce qui me rendait agressif, c'était de voir les holdings incessants de la O-line. Vous le savez, tout le monde, là, tu suis du football. Les holdings, il y a toujours du flux là-dedans. Ben oui, mais là. Tous les jeux, il y a du holding. Il est un petit peu plus, il est un petit peu moins. Le holding, il s'en sert, on dirait, comme pour équilibrer les affaires. Hey, mais là, le mieux cardinal, à un moment donné, il est comme ça, puis il se fait tirer sur le côté. Là, vous savez, je suis généralement celui qui va défendre les arbitres puis qui va expliquer la règle en disant non, il a raison. Tu sais, j'ai déjà arbitré, je sais ce que c'est. Malheureusement, je suis obligé d'admettre qu'il y a. On dirait. La game allait peut-être trop vite. Là. Puis les indications, normalement, qui sont utilisées pour identifier des pénalités, là, ça ne concordait pas. Là. On avait. Un crew très vert, là. Ben, pour ce niveau-là. Pour ce niveau-là. Pour ce niveau-là, oui. Tu sais, ça le nommé. Moi, j'ai vu un des arbitres qui était là. Moi, je l'ai vu il y a un mois dans du civil régulier, là. Même pas dans du scolaire juvénile haut classé. Là. On était dans un junior civil. Là. Fait que c'est pas des crews qui font juste de l'élite. Là. Pourtant, quand on est dans l'éliminatoire, tu es supposé sortir. Hey, il manque du staff partout. Ouais, hein. Okay? Puis je dis pas qu'il n'est pas capable, mais je sais que cet arbitre-là, par sa position, je connais pas les noms, je m'en fous un peu. Tu sais, clairement, là, il n'y a pas 20 matchs d'universitaire en arrêt de la cravate. C'est sûr. Mais pour revenir à la phase de départ, la question de départ, oui, l'attaque a super bien été, puis ça a été la meilleure game au sol. Chabot, il fait du bien. Quand Chabot est dans l'alignement, là, ça donne un Dosso, ça te fait du bien, ça. En fait, il y a deux choses qu'on n'avait pas vues. C'est Chabot, depuis un bout de temps, c'était Chabot dans l'alignement, puis les courses de Sénécal. Oui, les courses de Sénécal, les courses de Dosso, pas les courses, des attrapés de Dosso, de Chabot, les courses de Beaulieu qui ont bien été, puis Tam, tu as raison, il n'a pas essayé de courir dans le centre, il a juste essayé de courir un petit peu, mais la O-line a bien joué, les débordements à un moment donné où la O-line débordait pour laisser passer la course, puis on va se le dire, là, notre ami Adam, là,
sais, là, tu peux pas l'enlever dans le centre. Adam, il vit sans terre pour les 4 prochaines années. Arrêtez ça. 400 livres de bonheur. Du haut de la défaite, Ouais, mais vous savez, c'est quoi la patente? Là, c'est sûr qu'Éric, je fuck toute ton patente, mais la patente, c'est Adam contre le gros rouleau la semaine prochaine. Là. On en reparle la prochaine. Ouais, on va en parler dans quelques minutes. Ouais, Hey, je voulais juste dire un mot sur la défense, parce que ça, je l'ai entendu dans les estrades. La passe intermédiaire, Sherbrooke a fait, on a vu les statistiques du carrière il y a 2 secondes, là, mais ils ont fait un petit peu en haut de 200 par la passe. Puis c'était essentiellement des passes intermédiaires. C'était du diverge à peu près. Puis je me rappelle d'avoir entendu dans les commentaires d'après-match, ça faisait partie de la stratégie des Bleus. Ne pas se faire battre par-dessus. Ils ont été très intenses sur cette notion-là. Ils ont laissé beaucoup de passes intermédiaires, mais on se rappelle le premier match contre Sherbrooke, qui avait réussi à nous envoyer une coupe au-dessus de la tête. Je pense que là, le pari a été pris et gagné de dire s'ils ne nous passent pas par-dessus la tête, ils ne peuvent pas nous passer. Puis honnêtement, les drives qu'ils ont faits ont été alimentés à coup de punition parce qu'autrement, ils ne passaient pas. C'est ça, effectivement. Puis ils l'ont dit, les gars, en entrevue avec moi, Broderick, il disait, hein, on a plié, mais on n'a pas cassé. Ils ont reculé, mais c'était essentiellement les pénalités qui ont fait avancer. Là. Et on lève le chapeau à notre botteur Boyer qui a fait de bons dégagements et qui a fait de bons placements. Absolument, absolument. Okay. Ça, c'est inspirant à la veille de la semaine à venir. Il fallait qu'il aborde le match de samedi prochain avec de la confiance. Là. Si ce n'était pas des pénalités, là, ça aurait été, j'oserais pas dire un match parfait parce qu'il y avait quand même. Il y a tellement eu de pénalités, Frank, que si tu enlèves s'il n'y avait pas de pénalité, on n'a aucune idée qu'est-ce que le match aurait pu avoir. La soupe est super bonne si c'était pas que tu avais échappé à Poivrière. Non, mais si on prend le jeu, le deuxième toucher qui a été rappelé, que c'était une pénalité floue, ben, ça nous donne un toucher de plus, puis ils sont pas dans le match, puis ça dégénère pas comme ça a dégénéré. Exactement. Puis tu sais, Sylvain, tu disais, Chris, ils sont mis à gunslinger à un moment donné, mais Tam, elle l'a dit, effectivement, c'était sur des deuxièmes et 20, des deuxièmes et 15. Oui, mais ceux-là, je les laisse aller, mais on dirait qu'on n'avançait plus à coup de 8 diverges sur le premier jeu. On voulait gunslinger. Oui, puis l'autre chose, c'est que le ballon prenait plus de temps à partir. Sénécal, puis ça risque d'être un patente aussi. Sénécal est le plus spectaculaire qu'on ait vu à Montréal derrière la ligne, surtout quand il se fait pourchasser. Il évite un ou deux, mais il recule creux en tabarouette, puis il lance jamais le ballon dans les estrades. Comme ça. Ouais, c'est ça. Il lance jamais le ballon dans les estrades. Il devrait aller à l'école de Thomas Bolduc puis lancer des estrades. C'est quoi ça? C'est non, je préfère qu'il prenne le sac, qu'il soit un jaune, puis qu'il le lance. Mais quand tu prends le sac à 25 verges en arrière de la ligne, François, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là. Puis je comprends que Jonathan, il est confiant qu'il va réussir à se sauver. Sauf que. Puis la connerie, c'est que. Les bons sont bons aussi, hein? La connerie, c'est que 8 fois sur 10, il va réussir. C'est que les 2 fois qu'il ne réussit pas, ça coûte la totale. Mais bon, regarde, c'est le prix à payer pour avoir un carrière qui va se sauver. Mais je pense qu'il y a des situations qu'il devrait lancer. Tu sais, il n'y a rien à faire ici, puis il flingue. Là. Ça fait déjà un bon petit bout qu'on parle d'un match. On va faire un wrap-up rapide des autres. Tam, tu nous guides-tu là-dedans? Le Rouge et Or a gagné sans surprise, ce qui fait qu'on s'en va à Québec. Mais ça a été quand même un match plus serré que plusieurs pensaient, surtout grâce à l'innovation du groupe de coach de Concordia en début de match avec le Boteco qui a réussi à leur donner une avance en partant. Avec un Boteco, il faut avoir des couilles grosses. Concordia a laissé des points sur le terrain. Ça aurait pu être plus serré que ça, ce match-là. Mais c'était un bon match du Rouge et Or dans l'ensemble. J'ai écouté la moitié du match à peu près, moi, puis 2 choses qui m'ont frappé. C'est le gros rouleau, il dominait sa ligne. Tu voyais que c'était lui qui influençait les tranchées. Mais l'autre chose, c'est que je trouvais que Concordia manquait d'exécution pour un match. Il aurait pu le gagner. Concordia a manqué de l'exécution toute l'année. Ils n'ont jamais été capables de jouer un match, de jouer plus que 2 quarts dans un match. Non, mais tu sais, ton exécution est supposée progresser au fil de l'année. Puis des offsides, des jeux truqués qui mènent à des accouchements ratés. Il y en avait plusieurs encore. Là. Il aurait été plus tête. Pour gagner contre Laval, il faut que tu sois plus tête que ça.
Fait qu'en Ontario, aucune surprise. Western et Queens ont gagné facilement leur rencontre. Donc, Western, on peut-tu s'entendre qu'ils partent les gros favoris à Lavagné dans le carré d'as? Pas dans le carré d'as, on n'est pas encore rendu au carré d'as. On est dans les huitièmes, mais Les effectivement. Non, les huitièmes. Ouais. Sont les favoris, mais tout dépendamment de la météo samedi, aux différents endroits, ça peut venir jouer un wildcard. Tu es en train de dire que Queens pourrait sortir? Queens a une très bonne équipe. C'est juste qu'ils sont dans la même section que Western. Mais moi, j'adore l'équipe de Queens. C'est la profondeur de Western qui leur donne le edge là-dessus. Mais j'aime bien Queens comme une équipe de foot. Fait que Frank, ton BU, il n'a pas passé. Non, mon BU n'a pas passé. Mais ils menaient à la demi, là, ils ont échappé ce match. Encore une fois, Stick. Encore une fois. Pénalité, j'imagine? J'ai pas vu la fin du match, mais. Pas de sens. Contre Anderson qui n'avait pas de club de l'année, Stick. En tout cas. Ben, c'est ça. À la maison. Non, en plus. Puis dans l'Ouest, Tam? Ben, dans l'Ouest, on a le droit au match dans la neige entre Saskatchewan et les Bisons. Le Saskatchewan a mené un match de A à Z parfait. Et surprise à Regina, les Rams c'était 14-14 jusqu'au début du 4e quart. Et UBC s'est sauvé avec la victoire. C'est pas UBC à la fin de la saison qui avait surpris Saskatchewan? Oui. Fait que UBC sont hot right now. Là. Ils sont hot. UBC est la seule équipe qui a maintenant avec 2 matchs serrés contre Saskatchewan. Oh. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant pour la Il n'y a pas de Ils vont être capables de faire un deuxième upset contre eux, je le sais pas. Je pense pas. Mais ça va être un très bon match. Fait que c'est l'Ouest qui a la game facile cette année. Ouais, la petite pente pour se rendre à la Coupe Vanier. Ouais. Il affronte la Cannes, c'est quoi. Et Saint-FX qui devrait sortir de là sans trop de fatigue. Ils viennent de sortir d'une semaine de congé, puis ils pourraient quasiment mettre leur réserviste puis gagner quand même. Ouais, c'est ça, Mount Allison est zéro une menace. Okay. All right, donc ça fait le tour de ce qui nous attend en fin de semaine. Tous ces beaux matchs-là, samedi à peu près en même temps. Ouais. Excellent. Donc, on va parler un peu de la finale de la Coupe Dunsmore. Encore une fois, Bleus et Bruns s'affrontent. Cette fois-là, à l'autre bout de la 40. Moi, je suis sur la Rive-Nord, fait que j'ai tout le temps la 40. La 20, je n'ai vraiment rien à cirer. Ça, avec le pont-tunnel, la 20 est fini. Là. Ben ouais, exactement. On peut sortir de l'île par on peut rentrer dans l'île par le tunnel, mais on ne peut plus sortir de l'île. Exactement. Donc, voilà, ça va se passer en fin de semaine dans la petite crevasse là, sur le top de la montagne à Sainte-Foy. Les deux équipes ont partagé la saison, mais la dernière partie qui était à Québec, les Rouges l'ont emporté assez facilement. Je dirais même dominé. Tu mettrais le mot dominé, puis j'ostinerais pas. Oh, c'est un coup de varlope. Les Carabins n'avaient pas d'attaque. Le Rouge et Or en a eu suffisamment. Donc, vos impressions sur la Coupe Dunsmore de cette fin de semaine? Avec le retour des blessés, donc on n'aura pas la même équipe qui va se présenter. C'est pas la même équipe qui se présente devant Laval. Laval ont été relativement chanceux cette année, pas beaucoup de blessés, puis ça leur a permis de créer un momentum, puis de pouvoir mettre en place leurs choses, tandis que les Carabins ont eu de l'adversité tout le long en n'ayant jamais la même équipe sur le terrain et jamais la même O-line, jamais le même ordre de receveurs. Là, c'est là, pour la prochaine game, ils devraient avoir tous leurs receveurs à l'exception de Muganda. Plus les receveurs qui ont bien sorti, qui ont bien évolué. Là. Plus les porteurs de ballon qui semblent, tu sais, Bertrand Beaulieu l'a dit, semble mieux aller. La O-line s'est stabilisée. Les joueurs de défensive, à part Roy, tout le monde devrait être de retour. Donc, c'est pas la même équipe. Je m'attends je m'attends pas à un blowout, vraiment pas. Je m'attends plutôt à un match qui va ressembler plus au match du début de la saison, avec moins d'attaque, mais moins de différenciation d'attaque. Je pense que notre défensive va être plus tight que la dernière fois.
Notre attaque devrait avoir un peu plus. Mais les games Montréal-Laval, c'est toujours un peu la même chose. C'est qui gagne les tranchées, là. C'est là que ça Il va falloir que notre jeu au sol fonctionne, puis il va falloir être créatif avec notre jeu au sol, parce que les Mais dites-vous courses que de Beaulieu fonctionneront. la différence entre les deux games qu'on a affrontés, c'est que la première game, on était après Desjardins. Il se retournait, on était là. Il y avait 3 secondes pour décocher sa passe. Sans ça, la deuxième game, il y avait. Le gars, c'est un quarterback à haut pourcentage. Là. Quand il a son temps, là, ses passes sont relativement précises. Puis il va te battre par la passe. Là. Fait qu'il faut vraiment être dans sa face, intercepter des ballons, je pense à l'ennemi cardinal, ou le saquer comme Fontenard peut le faire. Là. Ouais, il faut passer à travers la O-line. Ouais, il va falloir mettre de la pression tout en gardant le jeu au sol. Ça va être le jeu. On va y aller avec un 4-3, là, c'est à peu près sûr là, pour s'assurer parce que leur jeu au sol va super bien. Tant aussi longtemps qu'ils ne seront pas capables de mettre le jeu au sol en Mais place. les deux games contre nous autres, c'est sûr qu'ils font leurs 5-6 verges dans la première, dans le premier essai. Mais ils ne nous ont pas slayé tant que ça avec le jeu au sol, la deuxième game qu'ils nous ont torché. Vraiment pas. C'est ça. C'est vraiment les passes de toutes les courtes, les longues qui ont réussi. Là. Les courtes, médiums et les longues qui ont réussi. On en reparle, puis c'est des clichés. Là. Si la pression ne se rend pas au corps arrière, ça devient facile de déployer ton jeu aérien. Si ton jeu aérien est efficace, ben là, tu ouvres la boîte, fait que là, tu es capable de courir. Et on en revenait à dire aussi, quand les Carabins sont allés à Québec, l'attaque ne fonctionnait pas bien, finissait pas les drives. Ça fait en sorte que ta défensive est plus sur le terrain, puis tu donnes des terrains plus courts à l'autre équipe. Puis, c'est tout le temps une roue qui tourne. Là. C'est où dans la roue qu'on brise ça pour dire, OK, on rééquilibre le débat, puis là, on a une chance. On revient encore d'un cliché habituel. Il faut marquer quand l'occasion se présente, puis il faut garder le ballon dans l'autre moitié du terrain. Mais la deuxième game, là, puis c'était des clichés, là, il y a le niveau d'émotion. Québec était craqué. C'était leur grosse game avec le Sapson plein comme jamais. Puis nous autres, on est arrivés flat. Le Peps plein. Puis nous autres, on est arrivés flat. Fait que on n'aurait pas arrivé craqué puis dire on va leur. Ils voulaient la victoire record pour leur coach. Ils voulaient mettre fin à leur séquence de 5 défaites d'affilée. Mittal voulait aller chercher son record. Il y avait plein d'affaires. Il portait du noir. La game qu'on s'en va à Laval, là, toutes les radios à Québec, puis partout, le Journal de Québec, l'événement, c'est ça. Là, pendant toute la semaine, ils craignent, ils font tirer des billets. Fait que les joueurs embarquent là-dedans, là, puis c'est bien normal aussi. Ils nous écoutent pour se fâcher. C'est tout. Samedi, si la météo reste comme ça, la météo risque d'être un facteur sur le match. Moi, c'est ça que j'attendais, là, parce qu'effectivement, la météo, il annonce la pluie, il annonce pas super beau, ça veut dire que là, le jeu au sol va devoir être important. Puis Tam, tu l'as dit, il va falloir rétablir le jeu au sol puis être créatif vers le jeu au sol. La course au centre ne marchera pas. Tu as parlé du gros rouleau. C'est pas vrai qu'on va courir dans le centre. Sénécal a l'air en forme. Il va peut-être faire des courses. Est-ce que c'est à ce moment ici que je vous dis que la passe au running back qui sort du champ arrière, la 5-6 verges qui donne 9 verges, elle donne toujours 9 verges. Elle donne toujours 9 verges. La passe à Chabot, la passe à Riopel dans le flanc. Elle fonctionne, mais il ne faudrait surtout pas que les receveurs bloquent. Hein, parce que c'est. Faut juste pas être prévisible. J'ai l'impression qu'on va ressortir. Est-ce que l'arbitre était défini? Comment? Ils doivent le savoir, l'arbitre, à ce moment ici. C'est Brent Young? Brent Young, il n'a pas été sur aucun des deux matchs la semaine passée. Puis Brent Young, je l'ai vu pas comme head à plusieurs reprises cette année. Moi aussi. Il était stead comme head referee, puis là... Mais ça, tu sais, je vous l'ai déjà dit, c'est le RSEQ qui assigne sur les recommandations de la Fédé, puis c'est... Il n'y a pas de camp d'entraînement pour les refs où ils choisissent les meilleurs. Là. Ouais, hein. C'est basé sur le pedigree, puis qui choisit à quel moment. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'on va avoir de la grosse ligne. Tu sais, là, souvent, là, comme dans le bon vieux temps, là, on mettait 6 joueurs de ligne, mais plus un tight end, plus un fullback. Là. Ben, j'ai l'impression qu'on va revoir ça souvent. Là. Giroir a eu une très bonne game sur les blocs. Ouais, j'ai pas remarqué. Le 32, ben oui. Ouais. Ben, une chose est sûre, on va avoir quand même un bon show. Hein? On ne s'attend pas à un blowout. Là, la pression est plus sur le bord du Rouge et Or qui doit défendre sa maison puis briser la séquence de Dunsmore des Carabins. Fait qu'on verra ce que ça donne
ce samedi, TVA Sport. Je ne sais pas s'il reste des billets, je n'ai pas vérifié, mais ceux qui veulent s'y rendre, neiger. Le mardi, il en reste sûrement. Là. Le mardi, Ouais, il en reste ouais. sûrement. Donc, si ça vous intéresse, renseignez-vous. Sinon, il y a toujours la télévision. Merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour décanter ce qui va s'être passé. Bonne fin de semaine tout le monde. Bon match. Si vous voulez vous joindre au Montagnard, il est toujours temps de le faire. 40$ qui va être versé à notre programme de bourse. Pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, @montagnardmtl, sur YouTube, Les Montagnards Montréal. Et nous remercions encore une fois SPG, la solution pour les associations, et les brasseurs RJ. Bonne semaine tout le monde.